Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Calliope dédié au bilan de compétences et à la VE. Alors je vous propose, en attendant qu'un maximum de participants rejoignent la salle, de nous indiquer via la fonction chat que vous nous entendez correctement. Si vous pouviez nous le signifier à travers vos messages, nous vous en serions reconnaissants. Très bien, merci Nadine, merci Dominique, merci Charline. Donc il semblerait que le son, la qualité sonore soit tout à fait correcte. Donc je vous propose de commencer ce webinaire. Alors pour un webinaire réussi, nous serions reconnaissants de bien vouloir appliquer les gestes qui figurent à l'écran, en sachant que vous avez surtout une fonction chat qui va vous permettre de poser des questions, alors plutôt d'ordre général, hein, s'il vous plaît. Les questions particulières, néanmoins, pourront être traitées à l'issue du webinaire, par mail ou par téléphone, donc à l'issue du webinaire. Alors, je suis Jean-Charles Desmaux. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Calliope et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Valérie Garcia et Jessica Cotin, que je vais laisser se présenter à tour de rôle. Alors bonjour, je suis Valérie Garcia. J'ai créé AG2V il y a maintenant 10 ans. Notre structure est composée d'un organisme de formation, d'un cabinet de bilan de compétences et d'un cabinet de conseil RH Management. Je suis certifiée pro à l'ICPF depuis 2017 et Calliope en termes de processus qualité pour les actions de formation et pour les bilans de compétences. J'ai également la chance d'être référente qualité, c'est-à-dire que je suis habilitée à accompagner et à former les organismes de formation sur leur processus qualité afin d'obtenir Calliope. Et je passe la parole à Jessica. Merci Valérie. Alors, je vais me présenter. Donc, Jessica Cotin, je suis auditrice salariée à l'ICPF depuis 1 an. Je suis titulaire d'un master en développement durable, spécialité qualité, hygiène, sécurité et environnement. Je suis qualifiée pour réaliser des audits pro CNEFOP ICPF et des audits Calliope. Je suis également chef auditeur pour réaliser donc des revues pro CNEFOP ICPF et Calliope. Donc, depuis mon arrivée à ICPF, j'ai à mon actif environ 140 audits de certification. Alors, le webinaire du jour va se dérouler en 5 parties. Nous allons, dans un premier temps, vous présenter nos structures respectives, ICPF et AG2V Management. Ensuite, Valérie nous proposera un rapide état des lieux du marché du bilan de compétences, avant une présentation donc par Jessica des indicateurs et des obligations donc spécifiques au bilan de compétences et à la VE. Et puis nous terminerons cette présentation par un retour d'expérience de Valérie Garcia à travers la certification Calliope obtenue par son centre de bilan de compétences, donc AG2V Management, avant de finir donc par une séance de questions-réponses qui durera environ une vingtaine de minutes. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures environ. Alors ICPF, c'est un organisme certificateur qualité, une entreprise en pleine expansion dédiée à l'excellence des professionnels de la montée en compétences. Et vous avez à l'écran la vingtaine de professionnels
donc à votre service chez ICPF. ICPF, c'est 20 ans d'existence et d'expérience dans le secteur de la formation et de la certification. ICPF, en tant qu'organisme certificateur qualité, c'est aujourd'hui 21 collaborateurs salariés, dont 9 auditeurs également salariés et une quarantaine d'auditeurs sous-traitants. De 2013 à 2020, notre organisme a connu une croissance très forte grâce à la certification Pro et CNEFOP, donc la certification de plus de 1500 professionnels, 1500 personnes, et puis aussi grâce à la certification de service Calliope de 1194 pour être très précis, OPAC certifiés, c'est un chiffre à date, et nous avons également 531 certifications en cours, donc une certification qui est délivrée grâce à l'accréditation COFRAC. Alors ICPF, c'est en premier lieu un focus sur les professionnels de la formation et du conseil. C'est véritablement le premier élément de différenciation pour ICPF. Le deuxième élément fort de différenciation, c'est notre compétence technique, puisque ICPF, depuis sa création, est investi dans le domaine de la normalisation et nous travaillons sur ce sujet de la qualité en formation, notamment à travers la contribution à la rédaction de normes. ICPF, c'est également une proximité territoriale très forte, puisque nous avons un auditeur à moins de 90 minutes de votre site. À ce jour, nous avons des auditeurs notamment sur les villes de Lyon, des auditeurs qui rayonnent également dans les régions de Montpellier, Bordeaux et puis bien évidemment à Paris, en sachant que nous avons des recrutements en cours d'auditeurs. Et puis, un autre élément de différenciation fort de l'ICPF, c'est la plateforme digitale Noé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une offre 100% digitale, de la demande d'audit jusqu'à l'obtention de la certification, avec un seul objectif qui est de simplifier en fait les démarches des prestataires d'action concourant au développement des compétences. J'ajoute que si vous obtenez la certification Calliope avec ICPF, vous aurez la possibilité d'intégrer un club des certifiés par ICPF qui est constitué en association autonome loi 1901. Ce club s'appelle Dialogue Business Échange et vous pourrez donc tout à fait y adhérer librement à partir du moment où vous aurez obtenu la certification Calliope avec ICPF. Alors, AG2V existe depuis maintenant 2011. Nous avons la chance d'être situés à Mandelieu, dans la région cannoise. Notre ambition au travers AG2V, tel que vous le voyez dans le logo, est d'accompagner et de faire grandir par la transmission des valeurs. Le 2, parce qu'il représente la transmission, il faut être au moins 2 pour transmettre quelque chose. Nous développons et nous animons des prestations sur mesure en formation autour de diverses thématiques, mais aussi au travers des accompagnements de nos bilans de compétences, et ce, à la certification Calliope. Nous accompagnons les acteurs de la formation, que ce soit de la création de l'organisme au développement de leurs compétences, avec la spécificité de former et d'organiser la certification au titre professionnel de formateur pour adultes. Et enfin, nous réalisons des accompagnements au bilan de compétences et à la certification Calliope. Notre cabinet de bilan de compétences existe depuis 2012 et nous avons voulu valoriser nos prestations de bilan de compétences par la certification qualité CNEFOP en 2017. Voilà, ça nous a semblé être une évidence. En effet, l'exercice d'agir pour sa vie professionnelle au travers un bilan de compétences est un exercice sérieux qui porte une certaine responsabilité vis-à-vis de nos bénéficiaires.
C'est la raison pour laquelle nous avons positionné le bilan de compétences vraiment au cœur de notre activité et que nous avons voulu l'inscrire dans la durée, car il est le fer de lance de notre savoir-faire. C'est également pour cela que depuis la création de notre cabinet de bilan en 2012, nous nous sommes inscrits dans une démarche qualité à la recherche d'une légitimité face à des confrères que nous respectons, et ceci au bénéfice de nos clients. Aujourd'hui, nous réalisons à peu de choses près 50% de notre activité avec les bilans de compétences, et notre volonté est de devenir incontournable pour notre sérieux sur les résultats obtenus et sur la reconnaissance en tant que prestataire de qualité par nos bénéficiaires et par nos pairs. Alors, sur le marché du bilan de compétences, je vais vous présenter juste quelques chiffres. 96% des bénéficiaires en France se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur bilan de compétences. 73% des bénéficiaires estiment que le bilan est utile pour repérer les compétences et leurs aptitudes, et 64% comme une expérience positive, et 16% seulement comme une expérience déterminante. Ces chiffres, ils m'ont invité finalement à la réflexion quant à l'efficacité de cet outil sur la prise de décision, sur le passage à l'action, sur l'orientation des bénéficiaires et sur les objectifs pris par ces mêmes bénéficiaires. Donc, nous nous sommes interrogés sur notre positionnement par rapport à ces données pour définir des stratégies. Alors, avant Covid-19, nous étions effectivement une petite quinzaine de centres dans les Alpes-Maritimes pour plus d'une cinquantaine actuellement. Alors évidemment, la crise, le télétravail a favorisé les demandes et le bilan est facilement transposable en distanciel, même si cela pour nous n'était pas nouveau. On réalisait du distanciel bien avant le Covid. Les profils des consultants, ils sont également très variés. Certains d'entre vous sont psychologues, indépendants ou organismes de formation avec des salariés ou des consultants en sous-traitance. Là encore, le processus qualité va en être impacté. L'offre de bilan, elle est sous-traitée quelquefois et elle ne garantit pas toujours un process qualité maîtrisé par le centre de bilan, ce qui peut rendre très aléatoire le traitement du bénéficiaire en fonction du consultant. De plus, l'offre du bilan de compétences est devenue sauvage par le financement du CPF, jusqu'à quelquefois dénaturer l'authenticité et les objectifs initiaux du bilan de compétences. On retrouve des offres de coaching, d'ateliers CV ou lettres de motivation, du développement de la confiance en soi, enfin bref, une offre très diverse et variée qui nous éloigne des attendus et de la réglementation de l'exercice bilan de compétences. D'où, pour moi, la nécessité de s'interroger sur la démarche qualité de cet exercice. Je passe la parole à Jessica. Merci Valérie. Je vais vous présenter plusieurs points, à savoir on fera un focus sur le guide de lecture et les indicateurs que vous pourrez rencontrer en audit, et également les non-conformités qui reviennent le plus souvent pour les audits VAE et les audits de centre de bilan de compétences. L'auditeur s'appuie sur le guide de lecture donc pour effectuer l'audit de certification. Ce guide contient 32 indicateurs. Dans ces 32 indicateurs, on retrouve deux types, à savoir les indicateurs communs qui s'appliquent à l'ensemble des prestataires, que vous proposiez des bilans de compétences, de la VAE, uniquement des actions de formation ou uniquement des actions CFA. On retrouve également ce qu'on appelle des indicateurs spécifiques qui s'appliquent uniquement aux activités entre parenthèses.
Pour certains indicateurs, on va retrouver des obligations spécifiques qui sont une exigence supplémentaire. Il y a donc une différence entre les indicateurs et les obligations spécifiques. Ce sont des exigences, mais l'obligation spécifique va s'ajouter au niveau attendu de l'indicateur. Donc, on va avoir une exigence supplémentaire auquel vous devrez répondre le jour de l'audit. Parlons de l'audit. Vous serez amené soit à faire un audit complet, soit un audit aménagé si vous avez une certification validée par le CNEFOP. Si vous faites un audit, si vous faites des actions de VAE, vous aurez, lors de votre audit, à répondre à des obligations spécifiques et à des indicateurs spécifiques. Si par contre, vous proposez des actions de centre bilan de compétences, vous aurez uniquement des obligations spécifiques auxquelles vous devrez répondre. Ce qu'on constate, c'est que la VAE a beaucoup plus d'exigences en audit qu'un centre de bilan de compétences. Si on rentre dans le concret, je vais vous présenter 3 obligations spécifiques pour les centres de bilan de compétences qui reviennent le plus souvent en non-conformité. Puis, je vous présenterai 3 indicateurs ou obligations spécifiques qui reviennent également le plus souvent en non-conformité pour la VAE. Donc, commençons par le bilan de compétences. Pour le premier indicateur, bonne nouvelle, pas d'obligation spécifique, mais plutôt une exemption. Un des items sur les 10 mentionnés dans le guide de lecture n'a pas à être mentionné. Le jour de l'audit, votre auditeur regardera la diffusion de ces items. Je vous prends un exemple concret qui m'est arrivé en audit. Le prestataire ne diffuse pas l'accessibilité aux personnes handicapées en prenant en compte l'ensemble des types de handicap. Il va juste parler de l'accessibilité PRMR. C'est la non-conformité mineure que je mets le plus souvent en audit, car le prestataire ne va pas aller au bout de la lecture de cette exigence. Concernant l'indicateur numéro 9, l'exigence est sur l'engagement déontologique. L'auditeur va s'assurer que vous communiquez sur le respect du consentement, sur la confidentialité et sur la neutralité. Si un de ces items n'est pas communiqué le jour de l'audit, vous aurez une non-conformité majeure. La dernière obligation qui revient le plus souvent en non-conformité concerne l'indicateur numéro 10. Donc, on rencontre le même type de non-conformité que l'obligation précédente, où là, il y a également plusieurs items que le prestataire doit communiquer au travers de la convention de prestation. Donc, à savoir la durée, le coût, le planning prévisionnel, les méthodes, les moyens pédagogiques, quelle posture il utilise. Et ce qu'on constate encore, c'est que l'un des items est parfois oublié lors de la démonstration en audit. Et donc, il y aura une non-conformité majeure si l'un des items n'est pas précisé. Si on récapitule les 3 non-conformités que nous venons d'évoquer, on constate que c'est principalement un manque de lecture et de prise en main du guide de lecture, car tout est noté dans le guide de lecture. Parlons maintenant de la VAE. L'obligation de l'indicateur 1 revient principalement en non-conformité majeure. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'il y a 2 volets dans cette obligation. Communiquer sur les contraintes et exigences de la démarche et si vous proposez des diplômes de l'éducation nationale, vous avez une exigence supplémentaire auquel vous devez répondre.
et la démonstration en audit ne va pas toujours au bout. Je vous prends l'exemple d'un prestataire, il va communiquer sur les contraintes et exigences, mais il propose des diplômes de l'éducation nationale. Et dans ce cas-là, il ne va pas prendre en compte l'obligation supplémentaire qui s'ajoute et il va avoir une non-conformité majeure. Le deuxième point que nous allons évoquer est cette fois un indicateur spécifique d'appréciation. Vous allez me dire pourquoi sa présence dans le top 3. Les prestataires de VAE passent à côté de cet indicateur parce que l'ensemble des items n'est pas communiqué. Votre auditeur regardera que l'ensemble de ces items sont diffusés aux potentiels bénéficiaires, donc intéressés par la prestation que vous proposez. Le dernier audit que j'ai pu avoir, le prestataire m'a dit oui, mais je n'ai pas d'équivalence, il n'y a pas de passerelle dans les diplômes que je peux proposer en VAE. Oui, mais le bénéficiaire qui, lui, est intéressé à passer donc, cette VAE, il ne sait pas qu'il n'y a pas d'équivalence, il ne sait pas qu'il y a de passerelle. Donc, il faut communiquer sur ces différents items qu'il y en ait ou non. Sinon, ce sera une non-conformité majeure le jour de l'audit. Le meilleur pour la fin, l'indicateur numéro 21 et sa notion de compétence. Cette obligation VAE est parfois oubliée. Pourquoi? Parce qu'il y a deux items, à savoir, vous devez démontrer que les accompagnateurs sont formés à l'analyse des référentiels métiers et certification et également formés à la méthodologie d'accompagnement. Ça peut paraître logique, dit comme ça, que les accompagnateurs soient formés. Mais le jour de l'audit, il faudra démontrer au travers de preuves qu'effectivement, ils sont formés à l'analyse des référentiels et à la méthodologie d'accompagnement, ce qui n'est pas souvent le cas. Et donc, ce sera une non-conformité majeure. Ce qu'on peut conclure sur les 6 obligations spécifiques et l'indicateur spécifique qu'on a mentionné, c'est que le guide de lecture doit être votre meilleur ami. Vous devez aller au bout de la lecture de chaque indicateur pour ne pas oublier donc les obligations spécifiques et les exigences qui s'ajoutent au niveau attendu des indicateurs. Je vais maintenant passer la parole à Valérie qui vous fera son retour d'expérience. Alors, je vais partager avec vous l'état d'esprit dans lequel j'ai abordé cette réflexion, cette remise en question en vue de faire évoluer, d'adapter et de répondre totalement aux différents indicateurs concernant le bilan de compétences et ainsi de faire de Calliope une opportunité plutôt qu'une contrainte. Donc, pour cet indicateur 1, afin de répondre au processus d'information, devant rappeler le cadre réglementaire, ses objectifs et son financement, nous avons adapté notre communication au travers notre site internet, nos flyers, notre roll-up, et aussi on a créé de nouveaux outils complétant ceux déjà existants tels que le guide du bilan de compétences. Pour le deuxième indicateur, il s'agit de mettre en avant les indicateurs de performance du bilan de compétences. Nous en avons choisi 3 concernant les bénéficiaires que nous communiquons sur une année lycée, tels que le pourcentage de bénéficiaires très satisfaits, le nombre de bénéficiaires permettant aux personnes intéressées d'avoir une idée de l'expérience du cabinet et le taux de suivi des entretiens à 6 mois. Alors, cela a fait évoluer notre pratique puisque nous avons dû réfléchir à comment collecter les réponses sans alourdir notre travail, à modifier
des outils tels que les questionnaires satisfaction en fin de bilan de compétences et de créer des outils tels que le suivi à 6 mois. Voilà, ce suivi à 6 mois nous a permis d'avoir une trame commune pour les 8 consultants que nous sommes afin d'avoir un retour sur la mise en œuvre du plan d'action, d'avoir un retour également sur notre travail et de mesurer aussi notre positionnement face aux indicateurs nationaux que je vous ai présentés tout à l'heure et d'en tirer des actions nous mettant en marche vers encore de l'amélioration. L'indicateur 4 nous parle de la co-construction d'un programme personnalisé lors du rendez-vous préliminaire. Il s'agissait pour nous de faire évoluer plus formellement la collecte des informations nécessaires lors de ce premier rendez-vous et d'en formaliser la co-construction du programme personnalisé. Nous avons créé une trame que nous avons voulu assez agile, si je puis dire, pouvant s'adapter à chaque consultant et pouvant accepter le sur-mesure que l'on propose aux bénéficiaires. Cela nous a permis d'échanger avec les consultants sur les outils, les tests utilisés et dans quelle intention on utilise ces outils, avec la possibilité de faire évoluer nos choix pendant l'accompagnement si nécessaire pour garantir toujours ce sur-mesure. Voilà, ce travail a renforcé le gage de qualité que nous mettons en avant auprès de nos clients pour ce sur-mesure. Certains de nos outils ont évolué également pour répondre à cet indicateur 5, notamment lors du rendez-vous préliminaire. Nous avons également saisi l'opportunité de réviser nos documents de synthèse et ainsi d'augmenter notre image grâce à la qualité des documents remis aux bénéficiaires. L'indicateur 19, c'est l'indicateur qui nous a fait le plus avancer et dans lequel nous avons le plus investi. Nous utilisons comme beaucoup des plateformes de test. Là, il s'agit d'utiliser des outils et de les mettre à disposition des bénéficiaires pour leurs investigations sur leurs compétences, leurs aptitudes, les métiers, etc. Donc, nous avons choisi de travailler avec des plateformes numériques telles que Parcouréo pour répondre à ces exigences. Et nous avons également choisi de créer avec un partenaire, Shifumi, un carnet d'investigation personnelle exclusif à notre cabinet AG2V pour que le bénéficiaire ait un moyen de se questionner et de formaliser ses réponses sur une trame qui est complémentaire à ses rendez-vous en présentiel ou en distanciel avec son consultant. Pour ce dernier indicateur, 30, l'évolution s'est faite sur la temporalité du questionnaire d'évaluation, à l'issue de la synthèse, puis de l'entretien à 6 mois. L'écart permet d'obtenir un bon retour de notre travail et de la réelle satisfaction du bénéficiaire. Cet indicateur nous a également incité à mettre en place 2 rencontres mensuelles avec les consultants. La première, traitant des actions d'amélioration continue, nous permettant de mieux satisfaire nos bénéficiaires. Par exemple, sur les solutions à mettre en œuvre à la suite du traitement des évaluations, ou sur la formation d'un outil d'analyse, ou encore sur les moyens que nous mettons en œuvre pour accueillir nos bénéficiaires. La deuxième rencontre mensuelle concerne l'organisation d'une supervision de pratique collective animée par un psychologue. Cela nous permet de questionner nos postures de consultants, nos pratiques, quelquefois nos difficultés et de les partager de manière collective pour obtenir des réponses nous permettant de monter en compétences et ainsi d'être au plus juste dans notre accompagnement pour satisfaire nos bénéficiaires. Voilà, j'espère vous avoir donné un retour d'expérience positif sur le travail qu'a suscité la certification Calliope pour notre organisme de formation. Alors, en conclusion, un marché du bilan de compétences plutôt en pleine expansion, des bénéficiaires
globalement satisfait du dispositif bilan de compétences. Pour que vous puissiez vous engager sereinement dans la démarche de bilan de compétences ou de VAE, vous devez identifier dans le guide de lecture et traiter les indicateurs, que ce soit communs et spécifiques, et les obligations spécifiques qui vous concernent. Pour le bénéficiaire du bilan de compétences, Calliope représente une garantie de qualité de la prestation en prévoyant un rappel du cadre légal et réglementaire, des objectifs et du financement, la co-construction d'un programme personnalisé et d'objectifs pour les bénéficiaires et l'évaluation de la prestation et de la performance. Merci Valérie et Jessica pour cette présentation très, très instructive. Alors pour ceux qui souhaiteraient à terme s'engager dans la démarche de certification Calliope avec ICPF, nous vous avons projeté à l'écran cette slide qui comporte donc l'adresse de notre plateforme Digital Noé, voilà, sur laquelle vous pouvez tout simplement vous rendre pour effectuer votre demande et obtenir donc une proposition de la part d'ICPF de manière extrêmement réactive. Alors, nous voilà arrivés à la traditionnelle séance de questions-réponses. Nous allons répondre à un maximum de questions en direct avec Jessica et Valérie. Sachez également que la présentation vous sera envoyée dès réception du questionnaire de satisfaction complété qui lui vous sera adressé de manière automatique à l'issue de cette séance. Et puis pour toute demande d'audit Calliope, vous pouvez vous adresser à nos collègues Mariam Ebarkia et Lucas Dumont qui sont donc nos commerciaux chez ICPF. Alors je vous propose maintenant de nous adresser vos questions par le chat et nous y répondrons dans les meilleurs délais. Nous allons attendre quelques minutes. Alors nous allons commencer à prendre les premières questions. Alors il y a notamment Catherine, que nous remercions de nous poser cette question, qui fait référence à l'indicateur 19
qui demande s'il y a nécessité de faire appel à une plateforme pédagogique, si elle dispose de ses propres supports. Alors je pense que c'est une question à laquelle Valérie voudra apporter une réponse. Oui, bien sûr. Donc, non, obligation, pas nécessairement. Ce qu'il faut, c'est pouvoir donner des outils qui puissent aider les bénéficiaires à faire leurs investigations. Donc, si les outils sont des outils papier, ben, pas de souci. En revanche, si vous n'avez pas dans votre centre de bilan, je dirais, toutes les ressources nécessaires, la plateforme peut aider. Et aujourd'hui, c'est, je dirais, le plus simple pour donner accès et des possibilités d'investigation à nos bénéficiaires. L'obligation, elle est sur la ressource proposée. Si je peux apporter un complément d'information à cette question, donc en tant qu'auditrice, le référentiel ne demande pas d'éléments de preuve précis. Vous êtes libre d'apporter et de mettre en place ce qui convient le mieux donc à votre organisation, du moment que vous répondez au niveau attendu de l'indicateur. Donc là, pour l'indicateur 19, vous devez démontrer que vous avez mis à disposition de vos bénéficiaires des ressources pédagogiques pour qu'ils puissent se les approprier. Après, le référentiel vous laisse le libre choix de mettre en place ce qui est le plus adapté à votre organisation. Alors nous avons une question également d'Anthony qui est formateur d'un organisme donc de formation et voudrait devenir accompagnateur de bilan de compétences et demande si nous avons une formation à lui proposer. Alors là, je vous inviterai à vous rapprocher probablement de Valérie. Avec grand plaisir. Qui saura vous répondre dans les meilleurs délais. Donc vous avez ces coordonnées dans la présentation que vous recevrez encore une fois après avoir répondu au questionnaire de satisfaction. Nous avons une question de Bruno qui demande s'il existe des spécificités pour les organismes individuels sans équipe autour de soi. Sika ? Alors, que vous soyez prestataire individuel ou un organisme plus important, le niveau attendu des indicateurs est le même. Et vous devez répondre au niveau attendu de l'indicateur en l'adaptant à votre fonctionnement. Nous avons une question de Marie qui demande, en cas d'audit aménagé suite à une certification CNEFOP, quel est le critère spécifique restant à auditer pour un centre de bilan de compétences? Alors, pour les centres de bilan de compétences, il n'y a pas d'obligation spécifique lorsque vous êtes en aménagé. C'est uniquement une exemption pour l'indicateur numéro 1. Donc, vous n'aurez aucune obligation spécifique auquel vous devrez répondre pour les centres de bilan de compétences en aménagé. Ok, nous avons également une question de Nathalie qui nous demande où il est possible de se procurer le guide des obligations centre de bilan de compétences et VAE. Alors là, Jessica a fait référence dans sa présentation au guide de lecture du référentiel national qualité. De la même manière, vous trouverez l'adresse et le lien vers ce guide dans la présentation qui vous sera envoyée à l'issue du webinaire après avoir répondu au questionnaire. Vous pourrez également trouver ce guide sur le site du ministère. Combien coûte un audit en moyenne pour un formateur indépendant? Et quel est le délai d'attente pour les audits Calliope? Alors, le coût d'un audit en moyenne, Anaïs, c'est aux alentours de 1200 €. Et le délai d'attente, il y a possibilité de positionner un audit assez rapidement, mais là, je vous
vous engage, je vous encourage vivement à faire votre demande sur la plateforme Noé pour pouvoir recevoir très rapidement une proposition et réserver une date d'audit. Alors, il y a toujours Marie qui nous demande s'il serait éventuellement possible de reprendre les explications concernant le critère 1 du bilan de compétences. Est-ce qu'on peut refaire une explication rapide, Oui, Jessica, pour Marie? oui, bien sûr. Alors, pour l'indicateur 1, pour les centres de bilan de compétences, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'obligation spécifique. Vous devez uniquement répondre au niveau attendu de l'indicateur, qui est que vous devez diffuser une information accessible à vos publics concernant 10 items, à savoir les prérequis, l'objectif, la durée, les modalités, délai d'accès, le tarif, contact, les méthodes mobilisées et modalités d'évaluation et l'accessibilité aux personnes handicapées. Pour les centres de bilan de compétences, les prérequis n'ont pas à être mentionnés. Donc, sur les 10 items, vous n'aurez qu'à communiquer sur 9 de ces items. Merci Jessica. Nous avons une question de Laurence qui demande pour les bilans financés par le CPF, doit-on garder en plus la pratique de réaliser une convention de formation? Je vais laisser la parole à Valérie, si la question est suffisamment claire pour elle. Oui. Donc oui, dans l'absolu, il faut faire une convention, même si effectivement, informatiquement, les choses sont plutôt assez simples dans la validation, l'entrée en formation et la sortie de formation. Mais c'est un contrat. En fait, c'est pas une convention, c'est un contrat puisque la personne avec qui mobilise son CPF est un particulier. Nous avons une nouvelle question d'Audrey qui nous demande concernant l'indicateur 19 pour la VAE. Est-ce que la formation à l'analyse des référentiels métiers et à la méthodologie d'accompagnement peut-elle se faire via un tutorat en interne dans le centre de formation ou faut-il faire une formation spécifique? Donc on parle de l'indicateur 19 pour la VAE. Alors là, je pense que c'est une question à laquelle nous allons vous répondre à l'issue de ce webinaire. Audrey, nous reviendrons vers vous par écrit très rapidement. C'est Jessica d'ailleurs qui vous répondra probablement de manière personnalisée. Virginie nous demande comment faire une évaluation des financeurs dans le cadre d'un bilan confidentiel. C'est bien, je pense que c'est comme ça. Valérie? Alors, je n'ai pas compris la question. Comment faire une évaluation des financeurs dans le cadre d'un bilan confidentiel? Peut-être que Virginie, vous pourriez préciser votre pensée et on reprendra votre question par la suite. Concernant l'indicateur 21 sur la VAE, l'accompagnateur doit-il justifier d'une formation spécifique d'analyse des référentiels métiers? Alors, je ne peux pas vous donner de conseils sur comment faire pour répondre au niveau attendu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez démontrer que les accompagnateurs sont formés. Et vous devez le démontrer avec des preuves factuelles, qu'ils sont formés à l'analyse des référentiels et qu'ils sont formés à la méthodologie d'accompagnement. Merci Jessica d'avoir répondu à la question de Nathalie. Nous avons plusieurs questions sur le Datadoc et notamment sur les différences d'indicateurs entre Datadoc et Calliope. Et là, nous avons également une question de Nadège qui nous demande si les indicateurs Datadoc sont réutilisables pour Calliope.
Alors, donc, l'ensemble, déjà, le Datadoc et passer la certification Calliope, c'est deux choses différentes. Quand vous passez le Datadoc, vous mettez uniquement donc, vos documents sur une plateforme et ils sont analysés et on vous dit si vous avez le Datadoc ou pas. Pour la certification Calliope, c'est différent. Vous passez un audit de certification, vous êtes en face d'un auditeur qui va évaluer l'ensemble des indicateurs. Donc, c'est un interview que vous allez passer avec l'auditeur qui va vous notifier les conformités et les non-conformités que vous pouvez avoir. Ensuite, les indicateurs du Datadoc ne sont pas les mêmes que ceux que vous allez avoir lors de votre audit de certification Calliope. Il y a certains éléments, effectivement, qui peuvent être réutilisés lors de votre audit de certification Calliope, mais pas tous. Pourquoi? Parce que pour la certification Calliope, il y a beaucoup plus d'exigences et vous aurez beaucoup plus d'éléments de preuve à présenter le jour de votre audit. Merci Jessica. Nous avons également une question de Muriel qui demande s'il est obligatoire d'être centre de bilan de compétences agréé si on s'engage dans la certification Calliope. Valérie, vous Alors pour moi, souhaitez répondre? il n'y a aucun, enfin il y a pas de centre agréé, que ce soit en formation ou en bilan de compétences. On a un numéro de déclaration d'activité qui est fait à la directe. Et à partir de ce moment-là, on peut s'engager dans une certification Calliope. Après, si je peux compléter ce que Valérie vient de dire, dans le guide de lecture, il y a la mention nouvel entrant. Donc, si vous êtes centre de bilan de compétences, mais que vous n'avez pas encore réalisé de bilan de compétences, vous pouvez passer la certification Calliope et les exigences nouvel entrant vont vous être appliquées. Après, attention, il y a certains indicateurs qui n'ont pas la mention nouvel entrant. Et dans ce cas-là, vous devrez répondre au niveau attendu de l'indicateur. Merci Jessica pour ces explications très claires. Une question de Virginie qui nous demande comment recueillir les appréciations du consultant qui a réalisé le bilan quand il est salarié. C'est en référence à l'indicateur 30. Est-ce que Valérie, vous voulez nous faire partager votre expérience? Ouais, là, je dirais que recueillir les appréciations du consultant, donc faites par le bénéficiaire, j'imagine. Recueillir les appréciations du consultant qui a réalisé le bilan quand il est salarié. Donc, alors, comment, de toute façon, ça sera toujours dans l'organisation d'outils mis en place par la structure. Donc, si la personne est salariée, ça signifie que ou on lui donne une trame de travail et en fin de bilan, on va lui fournir un questionnaire, on va proposer un questionnaire au bénéficiaire qui évaluera aussi l'intervention du consultant. Bon, enfin, il faut que ça reste assez simple. Hein. Voilà. Donc, mais l'outil, on le crée. Hein. C'est bien dans le processus qualité et dans l'organisation de la structure qu'on va adapter un outil qui va permettre ce recueil-là. Nous, on a fait évoluer à peu près tous nos outils à partir du moment où on a travaillé Calliope, même si on était déjà certifié PNEFOP, pour obtenir la réponse à des indicateurs ou à des performances, des indicateurs de performance plus précis pour que ce soit surtout beaucoup plus simple. Très bien. Je sais pas si j'ai assez bien répondu, Virginie. Pour moi, oui, mais on verra. Il y a d'autres commentaires sur le sujet. Question d'Amandine qui demande si un centre de bilan de compétences avec plusieurs points de contact est considéré comme multisite. Alors là, elle pose la question, Amandine, à Valérie directement. Je connais Amandine. On a été formés ensemble il y a quelques années. Donc bonjour Amandine. Alors
On n'a pas vécu un audit multisite, tout simplement parce que le multisite signifie qu'il y a plusieurs numéros de déclaration d'activité. Or, à partir du moment où le siège donc a un numéro de déclaration d'activité et qu'on peut avoir des bureaux ponctuels dans des villes différentes, il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs numéros de déclaration d'activité et donc d'avoir un audit multisite. Donc moi, notre audit a duré une demi-journée sur l'ensemble de l'activité organisme de formation et bilan de compétences. Voilà. Parce qu'on était CNEFOP. Très bien. Alors, si je peux compléter ce qu'a dit Valérie, donc un multisite est donc la définition d'un multisite, c'est qu'il faut qu'il y ait des salariés permanents dans les autres sites qui sont dans le périmètre d'audit. Donc, s'il n'y a pas de salariés permanents dans les points que vous avez cités, ce n'est pas considéré donc comme un site et donc pas un multisite. Ce que je peux vous proposer, c'est de faire votre demande, car également donc la durée va dépendre du nombre de sites que vous avez, va dépendre de si vous avez une certification validée par le CNEFOP ou pas, et des différentes catégories d'actions que vous avez. Donc, si vous faites une proposition commerciale via la plateforme Noé, vous aurez des informations plus précises concernant si vous êtes multisite ou pas et quelle est la durée d'audit qu'on pourra vous proposer. Merci Jessica pour ce complément d'information. Nous avons une question de Virginie qui s'adresse plutôt à Valérie concernant l'évaluation à 6 mois. Virginie souhaiterait savoir s'il est possible d'utiliser des questionnaires nominatifs. Tout à fait. Hein. Enfin, pour moi, l'évaluation à 6 mois se fait donc, on prend rendez-vous dans 6 mois avec le bénéficiaire et que ce soit en présentiel ou en distanciel, on a un entretien de suivi qui permet de voir où en est le bénéficiaire dans la mise en œuvre de son plan d'action. Ensuite, oui, l'évaluation, le mieux, c'est de la créer en distanciel, enfin en digitalisé, pour que la personne puisse répondre librement. Mais oui, elle est nominative. Après, on peut l'anonymer, mais c'est vraiment en fonction. Enfin, je pense qu'il n'y a aucune obligation par rapport à ça, par rapport à Calliope. Très bien, merci. Alors nous avons une question de Dana concernant l'indicateur 5 et les objectifs du bénéficiaire. Elle se demande comment cette spécificité est-elle prise en compte et comment peut-on démontrer cette évolution concernant les objectifs du bénéficiaire qui peuvent évoluer durant le bilan de compétences. Alors, c'est pour ça que j'ai précisé dans mon intervention tout à l'heure que on a la co-construction du programme personnalisé d'une manière agile, mais qu'on garde une souplesse qui nous permet d'adapter les choses pendant l'évolution du bilan. Maintenant, l'objectif, il y a une évolution par rapport à cet objectif. Avant, on choisissait un des 3 objectifs et aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir quelquefois un objectif double. C'est un projet plus un développement de compétences. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas remettre en cause l'objectif du bilan, l'avant-dernier rendez-vous du bilan de compétences, évidemment, mais à l'issue du premier entretien, du premier vrai entretien, où on va entendre l'entretien de diagnostic, où l'on va entendre le parcours du bénéficiaire, c'est bien de revalider à ce moment-là l'objectif du bilan de compétences.
Et après, ça va être l'adaptation, elle va se faire en fonction de l'évolution du bénéficiaire, c'est-à-dire que on a entendu, on avait pensé à un outil pour la séance suivante, et puis finalement la séance suivante, quand le bénéficiaire arrive, on se rend compte que il a évolué de manière différente de ce qu'on avait prévu. Et à ce moment-là, effectivement, il ne faut pas qu'on s'empêche de choisir un outil qui va être plus adapté. Vous avez une question de Patricia qui nous demande si le numéro de centre de bilan de compétences est différent du numéro de centre de formation. Alors, Patricia fait-elle peut-être référence Non. au numéro de déclaration d'activité? Oui, je pense que ça doit être sa question, mais non, puisque aujourd'hui, dans le bilan pédagogique et financier, on déclare les deux activités au même endroit, sur le même bilan pédagogique et financier. Très bien. Une question d'Edith qui nous demande si j'ai bien compris, vous proposez chez ICPF l'audit pour se former à Calliope, mais pas de passer la certification. Eh bien, c'est l'audit en fait, c'est l'audit qui vous permet d'obtenir la certification. Donc, vous passez l'audit avec un auditeur chez ICPF et à l'issue de l'audit, dans la plupart des cas, vous obtenez la certification qui est délivrée par ICPF. Y a-t-il des points sur lesquels il faut faire particulièrement attention pour la certification concernant les bilans faits à distance? C'est une question de Laurence. Les exigences sont les mêmes dans le référentiel, que vous fassiez passer donc des bilans de compétences à distance ou des bilans de compétences sur site. Il faudra montrer donc des preuves factuelles comme quoi les modèles que vous avez pu mettre en place dans votre organisation sont bien utilisés. Comment amener les éléments de preuve du suivi à 6 mois lorsque les prestations de bilan ont moins de 6 mois au moment de l'audit? C'est une question de Virginie, une nouvelle question de Virginie. Question à laquelle vous pouvez répondre, Valérie? Pourquoi, enfin, je comprends pas pourquoi le bilan aurait moins de 6 mois. Si le bilan n'est pas terminé, si le bilan n'est pas terminé, pour moi, la seule preuve qu'on peut avoir, c'est, enfin, du moins, s'il vient de se terminer au moment de l'audit, c'est d'avoir un rendez-vous pour dans 6 mois d'entretien de suivi. Et il est en cours, Peut-être que Virginie fait référence à un centre qui aurait été créé. Donc là, à ce moment-là, ce serait un nouvel entrant. Voilà, tout à fait. Alors, nous avons une question de Delphine qui nous demande comment elle peut se faire accompagner dans la démarche de certification Calliope. Alors, Delphine, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher également de Valérie, et vous avez ses coordonnées à l'écran. ICPF ne peut que faire passer les audits et délivrer la certification, mais le rôle d'accompagnateur n'est pas dévolu à un organisme de certification. Nous avons une question de Pascal qui demande si les évaluations à chaud et à froid sont-elles suffisantes, en faisant référence à l'indicateur 3.11. Alors pour moi, Jessica complétera ce que je dis, mais pour moi, dans l'absolu, oui presque. C'est-à-dire qu'il faut repartir de ces évaluations-là, mais les adapter à la prestation du bilan de compétences, parce que les questions ne sont pas totalement identiques.
Ce que je peux compléter, je ne peux pas répondre directement à la question parce que je ne peux pas vous donner de conseils en tant qu'auditrice, mais le référentiel demande à ce que le prestataire évalue l'atteinte des objectifs des bénéficiaires. Donc, vous devez démontrer que vous avez un processus d'évaluation qui existe, qui est formalisé et qui est utilisé. Merci Jessica. Nous avons une nouvelle question de Corinne qui demande si l'entretien à l'issue des 6 mois n'a pas pu avoir lieu. Donc j'imagine qu'elle fait référence au candidat. Y a-t-il un risque de non-conformité? Alors moi, je suis pas auditrice, mais je dirais que si, enfin, il me semble que si on arrive à montrer, à prouver que on mène ces entretiens de suivi à 6 mois de manière systématique, mais que quelques bénéficiaires ne se rendent pas disponibles, bon bah là, il n'y a pas de raison, je pense, d'avoir une non-conformité. Maintenant, si la majorité des entretiens de suivi à 6 mois ne sont pas réalisés, peut-être qu'on peut mettre en doute le fait que ce soit systématique. Donc, je complète ce qu'a dit Valérie sans encore une fois donner de conseils. Vous devez donc démontrer dans cet indicateur 30 que le système de collecte il est mis en place et qu'il est qu'il y a un dispositif de relance à une fréquence pertinente si jamais ils ne répondent pas. Mais vous devez démontrer que c'est mis en place et que c'est implanté. Très bien, merci Jessica, Valérie. Nous avons une question de Catherine qui nous fait une réflexion, qui nous précise que la réglementation est claire sur le fait que les noms ne doivent pas être divulgués. Dans ce cas, la préparation des 2 dossiers de bilan de compétences en cachant les noms est-il suffisant? Et peut-on nous refuser de montrer les autres dossiers si l'auditeur souhaite avoir d'autres éléments de preuve? Alors, donc pour répondre à cette question, vous pouvez effectivement, si vous le souhaitez, cacher des noms. Faut savoir que l'auditeur est soumis à la confidentialité et tous les éléments de preuve qu'il va voir sont sous le secret de l'audit de certification que vous allez passer. Il ne va pas noter des noms dans le rapport qui sera fait pendant cet audit, rapport qui est confidentiel et rapport qui est pour vous. Donc, vous pouvez refuser effectivement de montrer d'autres dossiers, mais vous pourrez avoir une non-conformité si l'auditeur souhaite voir, par exemple, le dossier X ou le dossier Y. Nous avons une question d'Edith, une nouvelle question d'Edith qui demande à Valérie combien coûte l'accompagnement à l'audit Calliope chez AG2V Management. Donc, je ne sais pas si vous souhaiterez Je vous répondre, invite à me Valérie. contacter. Voilà, tout à fait. Contactez Valérie dès que possible. Elle se fera un plaisir de vous répondre, j'en suis certain. Nous avons une question également de Laurence qui nous demande pour les organismes qui existent depuis plusieurs années, l'audit se passe sur quelle période? Donc j'imagine que Laurence fait référence à la durée de l'audit. Donc, La durée de l'audit varie notamment en fonction du chiffre d'affaires. Si ma mémoire est bonne, Jessica. Donc oui, effectivement, la durée de l'audit va varier en fonction du nombre de catégories d'actions, va varier également en fonction donc du chiffre d'affaires. Et donc ces 2 points spécifiquement, vous aurez donc soit un audit d'une journée, soit une audit d'une demi-journée, etc. Très bien, merci Jessica. Je pense que nous allons arriver à la fin de cette séance de questions-réponses.
Nous vous remercions infiniment pour votre participation au webinaire et vos très nombreuses questions extrêmement pointues. Encore, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Je vais laisser le mot de la fin à Jessica qui passera ensuite la parole à Valérie. Alors, merci beaucoup pour ces échanges constructifs. Donc, je reviens sur le point essentiel que vous devez retenir suite à ce webinaire, c'est que donc vous devez prendre en main le guide de lecture, qu'il soit votre meilleur ami, puisque votre auditeur ou votre auditrice se basera donc sur ce référentiel pour vous évaluer. Merci Jessica. Et écoutez, moi je vous invite à considérer Calliope comme une source d'amélioration, une opportunité pour nos bénéficiaires. Et je vous souhaite une très bonne soirée également.